bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais donc vous présenter mes 5 meilleures sagas. Dans ce top 5, je vais vous présenter en réalité les 5 sagas récentes que j'ai découvertes et qui m'ont vraiment énormément plu. Évidemment, je vous fais pas un top 5 des meilleures sagas depuis le début de mes lectures parce que alors je devrais vous parler de Hunger Games, de Divergente, de Twilight, mais c'est un peu du revu, tout le monde connaît et donc ça m'intéressait pas vraiment de reprendre de si loin. Et depuis toutes ces lectures-là, j'ai évidemment découvert plein de nouvelles choses et plein de nouvelles sagas que j'adore et que j'ai vraiment envie de vous montrer. Je commence donc par la 5e sur la liste, puisque on va toujours du moins bon jusqu'au meilleur. Et donc on terminera la vidéo avec ma saga préférée de tous les temps, vraiment de tous les temps. En 5e position, on va retrouver la saga des Chroniques lunaires, donc qui commence par le tome 1 Cinder. Donc je vous ai pas à chaque fois pris tous les tomes pour vous les montrer, je vais les afficher sur la vidéo. Mais donc ça c'est le tome 1 d'une saga de 5 tomes. On va d'abord suivre Cinder, ensuite on suit Scarlet, Cress et finalement Winter. Il y a également un préquel qui est sorti pour mettre en lumière Levana, qui est la méchante de la saga. Alors, de quoi parle cette saga pour ceux qui ne la connaissent pas encore, et d'ailleurs c'est peut-être étonnant, ou alors vous en avez déjà entendu parler énormément, mais vous n'avez jamais osé passer le cap de l'ouvrir, de vous lancer. Il faut savoir qu'on se trouve dans un univers de science-fiction, ce n'est ni de la fantasy ni du fantastique, parce que on est dans le futur, on est dans un monde qui est un petit peu restructuré, donc les continents ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, ils sont plus élargis, on a affaire à des robots. En fait, on va suivre ici Cinder qui possède toujours les caractéristiques de Cendrillon, je pense que vous avez compris, Cinder, Cendrillon, le carrosse, etc. Donc, c'est une demoiselle qui a perdu sa maman, qui vit avec son papa. Son papa s'est remis avec une dame qui est donc sa belle-mère et qui a deux filles. Sauf que le papa va décéder dans le début de l'histoire et elle va se retrouver seule donc avec sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs. Par contre, la petite différence avec Cendrillon, c'est que dans les 2 demi-sœurs, il y en a une avec qui elle s'entend très bien. Elles sont pas toutes les deux très méchantes, contrairement donc au conte que tout le monde connaît. Et il y aura un bal, il y aura un prince, il y aura une robe, voilà. Donc c'est Cendrillon, mais en science-fiction. Et forcément, tout est retravaillé, on est complètement dans un univers différent puisque on parle ici des Chroniques lunaires. Donc il y a bel et bien un lien entre la lune et ses personnages. Je ne peux pas vous en dire plus, seulement Cinder, c'est une cyborg. Donc en fait, elle possède une main et un pied en robot, on va dire métallisé. Également, ses yeux, elle a un affichage rétinien où en fait elle voit des choses comme un écran. Mais il y a une raison à ça. Le tome 1 peut plaire ou ne pas plaire. C'est vraiment un kit ou double parce que des gens vont me dire je suis pas trop robot. Moi non plus, je déteste les histoires de robots. D'ailleurs, j'en ai lu quelques-unes qui m'ont pas plu du tout. J'ai compris que c'était pas mon délire dans la science-fiction. Mais Cinder, c'est différent. Elle est mécanicienne. C'est un peu difficile au début, je vais dire les 10 premiers chapitres, où on va vraiment la suivre dans son délire de mécanicienne. Mais une fois qu'elle va rencontrer le prince, ça change. Et évidemment, au fur et à mesure qu'on avance dans la saga, c'est complètement dingue. Les complots, je parle toujours de complots, mais j'adore les complots. C'est des complots, alors il y a une grande guerre qui est déclarée entre la Lune et la Terre. C'est ça qui va un peu rythmer la saga. Parce qu'il y a la reine de la Lune qui veut absolument se marier avec un humain qui est en fait le prince Kai. D'abord son père, ensuite lui. Parce qu'elle veut un peu, soi-disant, créer des liens de paix. Mais on va vite se rendre compte que c'est pas le cas. Et Cinder va s'en rendre compte à travers des intermédiaires, donc j'ai pas trop envie de vous en parler. Mais il y a des intermédiaires qui vont lui faire comprendre que cette reine n'est pas bienveillante et que il faut absolument arrêter le prince Kai avant qu'il ne fasse des bêtises, la bêtise
fatal de se marier avec elle. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'histoire en général. Évidemment, il y a beaucoup plus, vous vous imaginez bien qu'en 4 tomes, surtout que les autres, donc celui-ci il est quand même moyen, mais Cress est comme ceci, et Winter fait en fait 990 pages, 990 pages pour les Français. Il y a beaucoup de choses qui sont développées, donc vraiment, et moi j'ai adoré ce côté lunaire, et la capacité de Marissa Meyer, donc l'auteur, de relier Scarlett, qui est le petit chaperon rouge, Cendrillon, Réponse et Blanche-Neige. Donc elle a choisi ces quatre personnages de contes qu'elle a retravaillés, et elle a réussi à les mettre en lien les uns avec les autres. Vous allez me dire, mais comment elle peut relier le chaperon rouge avec Cendrillon? Eh bien, si vous avez envie de le savoir, lisez cette saga, elle est vraiment top. Voilà pour la 5e position. Passons à la 4e position. Un palais d'épines et de roses. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà lu ce roman qui est pour ma part une véritable pépite. J'ai adoré le tome 2. Je n'ai pas encore lu le 3 et le 4, donc vous allez me dire un top 5 de saga sans jamais avoir fini. Ça n'a pas d'importance puisque les 2 premiers tomes ont été un coup de cœur et je ne peux qu'adorer la suite puisque je suis complètement amoureuse de cette saga. C'est pareil pour les Chroniques lunaires. Je n'ai pas encore lu Winter, mais j'ai hâte parce que déjà les éléments qu'on avait du tome 4 dans le 3 étaient incroyables. Donc, je sais que c'est des sagas que j'ai adoré. J'ai pas besoin d'avoir lu le dernier tome pour me positionner là-dessus. Et donc, c'est pareil pour Un palais d'épines et de roses. Sarah J. Maas, c'est vraiment une auteure de fou. Elle a déjà écrit énormément de sagas. Je vais pas vous en parler pendant une demi-heure, sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Mais n'hésitez pas à faire une recherche. Elle a écrit d'autres trilogies, d'autres sagas qui sont également des best-sellers. Donc c'est vraiment une auteure assez connue. Dans Un palais d'épines et de roses, en fait, on va un petit peu revoir c'est un peu une revisite du conte de La Belle et la Bête. Ne vous méprenez pas, je ne vais pas vous parler que de revisite de contes si vous n'aimez pas ça. Et surtout que dans Un palais d'épines et de roses, c'est les très grandes lignes qui sont copiées. À part ça, il n'y a rien d'identique. Donc en gros, on va suivre un monde où il y a des mortels et des immortels, donc des humains et des fées. Et Fer, qui est la protagoniste féminine du conte, elle va en réalité tuer un immortel dans la forêt, puisque son job, entre guillemets, c'est un peu de chasser pour nourrir sa famille, qui est un peu dans une position de pauvreté. Et elle va commettre un crime en tuant ce personnage immortel. On va venir la chercher et on va un peu la punir en l'enfermant avec un grand fée. Donc un grand fée, c'est un peu un seigneur qui dirige d'autres fées dans le monde des immortels. Et elle va être enfermée avec lui. Et là va commencer cette relation de tu es mon geôlier, je suis ta prisonnière, mais il me protège, je ne comprends pas pourquoi. Vraiment un peu comme dans La Belle et la Bête, mais ça va tellement au-delà de ça, vous n'imaginez même pas. Alors, le seul défaut que je peux trouver à cette saga, c'est peut-être qu'au début c'est un peu lent. Pareil pour le tome 2, les débuts sont lents, mais sachez-le, je déteste les débuts lents, et pourtant j'ai su passer outre de cette lenteur-là, parce qu'il y a vraiment une construction d'un monde que j'ai adoré. Je me suis attachée énormément au personnage. Bien que mon attachement au personnage évolue au fil des tomes, je pense que vous connaissez certainement la légende de Rhysand et Tamlin, donc dans cette saga. Dans le cas contraire, en gros, on va beaucoup apprécier Tamlin au tome 1 et on va plus apprécier Rhysand dans le tome 2. Donc voilà, je vous en dis pas plus, hein, c'est pas un scoop. Mais donc c'est vraiment incroyable ce que l'auteur peut jouer avec nos sentiments et nous faire passer d'un sentiment à l'autre. Ce que je viens de dire, c'est qu'une répétition. Je suis vraiment nulle pour m'exprimer sur mes lectures. Je suis désolée. Mais bref, si vous n'avez jamais lu cette saga, il faut la lire. C'est de la fantaisie. On va suivre des personnages complètement décalés, hein, donc des grands fées qui ont des pouvoirs. Il y a de la magie. Il y a des monstres qu'on ne connaît pas, que j'avais jamais entendu dans d'autres histoires. Donc c'est vraiment une totale création. Et pour ceux qui sont fans de fantasy, lancez-vous, elle en vaut, en tout cas pour moi, elle en vaut la peine. Sachez que tout ce que je vous dis dans mes vidéos n'est que purement subjectif et qu'il se peut que je vous ai vendu une saga en mode c'est la meilleure saga du monde et que vous la détestiez. Donc voilà, ne prenez pas mes paroles comme l'évangile, mais moi en tout cas, elle m'a vraiment fait palpiter le cœur. Et c'est parce que j'ai eu du mal à choisir parmi mes sagas, sinon je l'aurais peut-être mis en 2e ou en 3e position. Donc elle n'est pas en 4e parce qu'elle est moins bonne que les autres, c'est juste qu'il a fallu à un moment donné faire un classement parmi mes sagas préférées. Au top 3, nous retrouvons Phobos de Victor Dixon, qui est également de la science-fiction.
Alors, c'est de la science-fiction parce qu'on va en fait emmener des humains sur Mars pour repeupler la planète. Pas repeupler pour la peupler tout court. Mais c'est pas de la science-fiction parce qu'on suit des robots, etc. Il y a 2 robots dans l'histoire, ils sont juste des servants qui apportent de l'eau et qui font à manger. Donc c'est pas comme dans Cinder où là on y est beaucoup plus avec des robots, etc. Alors dans Phobos, en fait, ça parle de quoi? Ça parle de 12 prétendants qui ont un peu décidé de quitter tout ce qu'ils avaient pour participer à un jeu télévisé où on va en fait les emmener sur Mars. Pendant 1 an, ils sont préparés pour le côté physique, le côté médical, le côté... Et chacun a un rôle. Donc en fait, il y a 6 filles, 6 garçons. Dans chaque groupe, que ce soit dans les filles ou dans les garçons, il y a celui qui va piloter, celui qui sera responsable de la santé, celui qui sera responsable... je ne sais plus ce qu'il y a comme différents rôles. Bref, c'est pas grave, mais ils ont tous un rôle et c'est à chaque fois en parallèle. Et en fait, pour arriver sur Mars, ça prend, je crois, 6 ou 9 mois. C'était dans le tome 1, je vais lire le tome 4, donc du coup, il y a des détails que je ne me souviens plus, mais c'est pas très très important. En gros, tout le temps de trajet entre la Terre et Mars, ils sont dans une capsule, dans un vaisseau, et ils vont devoir se rencontrer un à un dans une sorte de sas, avec un verre qui les sépare, et ils auront 6 minutes pour apprendre à se connaître. C'est-à-dire que les 6 filles vont devoir, de manière aléatoire, choisir un garçon, apprendre à le connaître, et à la fin, ils devront tous former 6 couples pour pouvoir donc se reproduire et peupler Mars. Alors déjà là, donc le tome 1, on est principalement dans le vaisseau, on apprend à connaître les personnages puisqu'il y en a 12, et donc on va un peu suivre comment est-ce qu'ils vont apprendre à se connaître et comment est-ce qu'ils vont former leur couple. C'est une saga de dingue. J'arrête pas de le dire à toutes les personnes que je lis parce que là je vous ai juste parlé de l'aspect jeu télévisé, mais il n'y a pas que ça. Donc en fait on va suivre trois points de vue différents. On va suivre le point de vue champ, contre-champ et hors-champ. C'est-à-dire, quand on est en champ, donc les chapitres sont séparés comme ceci. Donc là justement je vous parle de champ. Donc vous voyez champ. Il précise aussi le jour ou la semaine, enfin je ne sais plus, ça dépend de quand on est situé dans le livre. Mais donc quand on est en champ, ça veut dire qu'on est avec les 12 pionniers et qu'on suit ce qu'ils font et que c'est Léonore, donc la demoiselle rousse qui est sur la couverture, qui est un peu la narratrice, qui est la protagoniste principale. Et puis on peut être à contre-champ, donc là en fait on va suivre ceux qui tirent un peu les ficelles du jeu télévisé. C'est comme si on suivait TF1 quand on regardait Secret Story. Donc on va vraiment voir les gens qui dirigent le jeu, qui prennent les décisions, qui lancent les pubs, etc. Et dans ce côté-là, on va voir en fait Serena McBee qui est celle qui dirige le jeu, qui est la grande chef. Et puis quand on est hors champ, donc là on est vraiment sur la Terre, avec des humains, donc quelqu'un dans un café, un enfant devant sa TV, et on va voir les gens qui regardent l'émission, ce qu'ils en pensent, les commentaires qu'ils font. Et évidemment, ce qui va se passer hors champ. Serena McBee est là, franchement, si je dois comparer tous les méchants que j'ai lus dans toutes les sagas que j'ai eu l'occasion de lire dans ma vie, je pense que Serena McBee doit être une des pires, avec peut-être Levana dans les Chroniques lunaires, parce qu'elle est diabolique à un point inimaginable. En gros, elle a une pression sur les jeunes qui sont dans le vaisseau, parce qu'ils sont censés faire tout ce qu'on leur dit. Forcément, ils passent à la TV, mais ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ils peuvent pas révéler tout ce qu'ils veulent. Et il y a plein de secrets qui sont un peu sur leur dos. C'est-à-dire que l'endroit où ils vont vivre sur Mars a été testé par des animaux bien avant. Donc, on y a mis des rats ou je ne sais plus quelle bestiole pour voir si les humains pouvaient y survivre. Sauf que il y a parmi les 6... Donc, c'est une sorte de bulle où il y a 6 chambres, ou plutôt 6 petits appartements, il y en a un 7e. Et le 7e, on s'est rendu compte que les animaux y mouraient. C'est-à-dire qu'on a envoyé des humains sur Mars, sachant que la mort pouvait les guetter. Et ça, les 12 personnes qui sont envoyées ne le savent pas, mais Serena McBee le sait très bien. Donc ça, c'est quelque chose que je vous révèle un petit peu, mais c'est pour vous donner envie de lire la saga, parce que c'est un détail qu'on apprend très vite dans le livre. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où ils ont décollé, il y a quelqu'un qui est venu mettre un téléphone portable dans la poche de Léonore. Et dans ce téléphone portable, il y a la preuve que le 7e nid d'amour, comme ils appellent ça, donc le 7e appartement, a donné la mort aux animaux qui étaient un peu les cobayes.
Et donc du coup, ben ça va partir un peu en complot, Serena va les menacer, ne pas dévoiler ça au public, etc. etc. Tout ça en 4 tomes, donc ça va encore une fois beaucoup plus loin. Il y a énormément de choses que Serena elle fait. Enfin voilà, je peux même pas, j'ai pas les mots pour vous résumer tout ce qui se passe dans une saga de 4 tomes, c'est tellement incroyable, même si j'ai pas encore lu le 4e tome comme je vous l'ai dit. Mais ça n'a pas d'importance parce que les 3 premiers tomes ont déjà été des gros coups de cœur pour moi. Surtout le 3e là que j'ai lu très récemment, c'est-à-dire au mois d'avril. Je me suis dit mais c'est pas croyable ce que cet auteur peut imaginer comme complot, comme lien entre les personnages. Enfin, j'étais sur le cul. Si vous aviez déjà entendu parler de cette saga mais vous n'avez jamais osé passer le cap parce que c'est l'idée d'un jeu télévisé qui vous faisait peur ou l'idée d'être sur Mars. J'ai pas encore lu de Martiens dans cette histoire, donc j'ai pas lu le 4. Donc peut-être que dans le 4, il y aura des extraterrestres, mais pour l'instant, ça ne concerne pas d'extraterrestres. C'est vraiment en dehors de ça. On est vraiment dans une idée de survie sur Mars et de complot entre la Terre et Mars. C'est incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Et encore une fois, je ne suis pas la plus grande fan de science-fiction et pourtant, regardez, c'est la 2e saga science-fiction que je vous présente parce que elle en vaut la peine. Bref. Je passe à la 2e position où je vais vous présenter de la bitlit. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la bitlit, c'est donc bit, je pense pour bite, morsure, et lit pour littérature. Et donc en gros c'est un peu une littérature où on va se concentrer sur des vampires, des loups-garous, tous des personnages, on va dire des êtres vivants différents des humains et avec qui il y aura une relation. Donc c'est principalement ça. Et donc ici je voudrais vous présenter Lux. Voilà, Lux Obsidienne de Jennifer L. Armentrout, ou Armentrout, je sais jamais comment prononcer les auteurs. Et en fait, dans cette saga, on va un peu copier, enfin c'est un petit peu comme Twilight, où en gros, on va suivre, j'allais dire, j'ai déjà oublié son nom, Cathy, qui va déménager dans une nouvelle ville et qui va se rendre compte que ses voisins sont un peu bizarres. Et tout le tome 1, en fait, c'est la découverte de la nature de son voisin, donc Damon Black, qui est jumeau avec Dee. Et il est évidemment très séduisant, hein, je vous le cache pas. Et en fait, elle va essayer de comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, parce qu'elle se rend bien compte qu'il y a un problème. Et donc voilà, le tome 1, je ne peux absolument pas vous dévoiler la nature. C'est pas un livre régulier, c'est pas des vampires et des loups-garous déjà. Donc ça, vous pouvez vous rassurer, ceux qui ne veulent plus lire des histoires de vampires parce que c'est un peu has-been. Du coup, c'est pas ça. C'est d'autres personnages, d'autres êtres vivants. Et c'est tellement, vraiment, c'était hyper original. J'avais jamais lu une saga qui parlait de ça. Et j'ai été vraiment incroyablement surprise par la plume de l'auteur puisque c'est hyper addictif. Mais vraiment... Déjà l'écriture en soi du livre, le format du livre, tout est vraiment agréable au niveau de la lecture. Mais en plus, vraiment c'est une lecture addictive. Et alors ce qui est bien dans la bitlit, c'est que les relations amoureuses, c'est pas juste un petit bisou, on se tient la main comme dans Twilight. On est plutôt dans de la relation presque sexuelle, avec une grosse tension sexuelle entre les deux personnages. Et donc je dirais que c'est un bon croisement entre le fantastique et le fantastique et la new romance. Donc voilà, je suis actuellement arrivée au tome 3. Les 3 premiers tomes ont été des gros coups de cœur. Le 4 est dans ma pile à lire. J'ai l'intention de le lire incessamment sous peu. Mais donc vraiment une saga incroyable aussi. N'hésitez pas à vous lancer. J'ai peur de vous dévoiler plus d'informations sur le tome puisque voilà, je vais vous spoiler forcément la fin et vous devez absolument connaître cette saga sans en avoir été spoilé puisque sinon il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de... Bien qu'une fois que le 1 est passé et qu'on comprend ce qu'ils sont, il y a plein d'autres choses qui vont se dérouler évidemment, mais vous devez en apprendre tout seul, enfin je veux dire vous devez découvrir cette saga par vous-même et ne pas vous faire spoiler parce que sinon ce serait trop triste et du coup vous n'auriez pas ces petits papillons, enfin vous voyez quoi, les papillons du coup de cœur. Mais donc du coup voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans cette saga si vous aimez bien le fantastique et les romances entre donc humains et créatures, voilà, c'est comme ça que je peux le qualifier. Ensuite, le numéro 1, la saga de mon cœur, la saga que j'aime d'amour
et qui m'a en fait donné envie de me replonger dans la lecture comme je le fais maintenant, puisque j'ai toujours lu depuis que je suis toute petite, je lis. Mais vraiment, c'est depuis que j'ai lu cette saga que j'ai commencé à enchaîner les lectures parce que ça a été une révélation pour moi. Pourtant, je vais vous avouer, elle n'est pas exceptionnelle. Comparée aux autres sagas que j'ai lues, peut-être comparée à Phobos, elle est peut-être même en dessous de Phobos au niveau du synopsis et tout. Mais elle est ancrée dans mon cœur, je sais pas vous expliquer. Peut-être qu'en la lisant, vous allez vous dire, mais meuf, c'est de la merde. Ou alors vous l'avez déjà lu et vous allez pas comprendre comment je peux être attachée autant à cette saga. C'est comme ça, je ne sais pas vous expliquer, mais je l'aime d'amour. Et donc je vous présente Insaisissable. Alors ceux qui me suivent sur mon compte Instagram et qui ont peut-être déjà regardé ma première vidéo YouTube, vous allez voir que j'avais déjà parlé de cette saga. Mais c'est Insaisissable. Par contre, il y a une chose que je veux vraiment vous dire par rapport à cette saga avant de vous parler du contenu, c'est que les couvertures ne reflètent pas le contenu. Mais vraiment, on ne lui a pas fait justice à cette pauvre auteure. Parce que si vous allez checker sur internet les couvertures en version originale, donc en anglais, les couvertures elles sont magnifiques. Et je ne comprends pas quel est le débile, excusez-moi de ma violence, mais quel est le débile qui a décidé de la mettre en robe. En robe avec des paillettes. Non mais, non. Je vous assure que c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs quand je l'ai pris parce qu'elle était en robe et en paillettes. Et je m'étais dit ouais ça va être sympa. Et en fait j'ai découvert un truc de dingue. En gros, on va suivre Juliette qui a un don. Quand elle touche les gens, ils meurent. Sauf qu'elle ne le sait pas, elle comprend pas. On commence le livre où elle est dans une tour depuis 260... Attendez que je trouve l'info, j'aime pas... 264 jours. Elle ne parle pas. On la nourrit à travers une petite porte, une petite fenêtre dans sa porte. Et du coup elle comprend pas pourquoi elle est là, elle se souvient de ce qui s'est passé, elle se souvient qu'on l'a emmenée là, qu'on l'a enfermée là, mais elle comprend pas. Et donc c'est vrai que le premier tome est un peu spécial parce qu'en fait elle écrit dans un journal, vu qu'elle ne parle pas, et elle barre les mots qu'elle s'empêche, enfin qu'elle ne veut pas s'autoriser à penser. Donc vous voyez là, les mots sont barrés. Ça floute un petit peu avec la caméra, je suis vraiment désolée, je suis pas la meilleure youtubeuse du monde, mais enfin bon. Donc en fait c'est ça, c'est ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'elle vient barrer les mots qu'elle écrit parce qu'elle estime qu'elle n'a pas le droit de penser ça. Et donc c'est un peu spécial au début, elle est assez immature puisqu'elle comprend rien, elle sait pas ce qui se passe. Mais au fil des tomes, elle évolue, c'est vraiment une jeune fille qui prend en caractère et qui en apprend plus sur elle-même. Et les révélations dans ces tomes sont incroyables. Non mais vraiment c'est une saga qui m'a tenue en haleine tout le temps et pourtant les gens disent qu'ils s'ennuient en la lisant. Le truc c'est que je l'ai lu, donc le premier tome je l'ai lu en 2016 et le dernier tome j'ai lu l'année passée parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis par après, je vais arriver à ce détail. Mais donc oui, peut-être que si je le relis maintenant, je serai plus aussi emballée que la première fois, mais je pense pas, vraiment j'ai tellement un attachement avec cette saga. Il faut savoir qu'il y a un petit triangle amoureux mais que ça ne va pas être en mode... Je l'aime plus, je veux lui, je sais plus qui, je sais pas quoi. Non, c'est juste qu'elle va être amoureuse d'un premier et elle va switcher en amour sur un deuxième personnage. Je vous en dis pas plus, mais ça a vraiment fait que j'ai adoré la saga également puisque je me suis énormément attachée au personnage masculin qui s'appelle en fait Warner et qui est un peu le méchant de l'histoire et je l'aime tellement. Warner est mon book boyfriend, d'accord? Donc je n'ai pas d'autre book boyfriend que Warner. Même Rhysand n'arrive pas à sa cheville. Allez savoir pourquoi. Donc Rhysand, je fais référence au palais d'épines et de roses. Il y a donc en fait 3 premiers tomes qui sont sortis. Ils sont en format poche chez Michel Lafon. Je ne les trouve pas en grand format. J'ai trouvé le tome 1 seulement sur Vinted, mais je ne l'ai pas acheté. Donc si vous regardez ma vidéo, que vous avez cette saga, que vous ne l'aimez plus, ou vous ne la relirez plus, et que vous avez les 3 premiers tomes en grand format, je vous les rachète. Je les veux en grand format. Je suis tellement triste de l'avoir en format poche. Regardez la couleur de mes pages, tellement que ça fait quand même longtemps que je l'ai. Donc voilà, il y a en fait 3 premiers tomes qui sont sortis. La fin du 3 est pas mal. Ça pourrait très bien se terminer comme ça. Mais en réalité, l'auteur, qui est Tahereh Mafi, a décidé de ressortir une saison 2 avec donc des grands formats. Le tome 1, le tome 2 de la saison 2 et il y a le tome 3 qui va sortir cette année. On ne sait pas encore, j'attends l'annonce de Michel Lafon avec impatience
puisque évidemment je vais me jeter dessus à sa sortie. Et donc j'ai lu ces 2 tomes là dès qu'ils sont sortis, et en gros l'auteur, elle se replonge dans la saga, elle écrit une suite, mais vraiment une suite directe, hein. On n'est pas genre 10 ans plus tard, c'est une suite directe au tome 3. Et on va en apprendre mais tellement plus sur les personnages principaux que c'est dingue, et que je me suis même demandé comment est-ce que j'aurais pu vivre ma vie sans avoir lu cette suite. Donc voilà, c'est incroyable, je suis hyper heureuse qu'elle l'ait écrit. Ça a été évidemment des coups de cœur, tous les tomes sont des coups de cœur pour moi, j'aime tellement cette saga. Mais vous devez vraiment comprendre qu'elle évolue avec son temps. Il faut pas s'arrêter au tome 1 pour la comprendre et pour voir l'évolution des personnages. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent par la suite que si vous n'avez pas trop accroché au tome 1, je vous invite franchement à tenter de lire le tome 2 pour voir si ça s'améliore pas un petit peu dans votre petit cœur. Voilà, donc je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais si vous ne connaissiez aucune de ces sagas que je vous ai présentées, franchement, lancez-vous. Si vous en avez lu et que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, j'ai hâte d'entendre votre avis, j'adore les débats, j'adore savoir que des gens ont détesté ce que j'ai aimé, ça ne me dérange absolument pas. D'ailleurs, je fais référence à Reading with Camille, je crois que c'est ça son compte, désolée Camille si je me suis trompée dans ton compte Instagram, je vais te taguer, mettre ton nom sur la vidéo, puisqu'elle vient juste de lire le tome 1 d'un palais d'épines et de roses, donc je vous remonte le livre. De celui-ci, elle l'a détesté, elle comprend absolument pas pourquoi les gens ont apprécié ce livre, elle a même pas lu la fin, elle a feuilleté vite les quelques dernières pages, ce qui me choque, puisque c'est une pépite pour moi, mais bon voilà, ça me fait hyper rire qu'elle pense ça, et je vais pas du tout lui en vouloir pour son avis. Donc encore une fois, si vous n'avez pas aimé un des livres que je vous ai présenté ou une saga dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à m'en faire part. J'adore débattre de mes sagas préférées. Par contre, si vous avez détesté Taïré ma fille et Insaisissable, allez-y doucement avec la critique parce que vraiment, vous allez me briser le cœur. Voilà, donc je pense que j'en ai terminé avec mon top 5 des sagas. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a d'autres évidemment que j'ai adoré comme Hunger Games, Twilight et Divergente, je me répète, je le sais. Et il y en a certainement des nouvelles que je vais adorer puisque j'ai récemment reçu, et pour ça je me lève parce que j'avais pas préparé ça. J'ai récemment reçu la trilogie, donc Rouge Rubis, Vert Émeraude et Bleu Saphir. Voilà, je montre pas très bien, je suis pas douée, donc voilà. Il paraît que cette trilogie est incroyable, je pense que j'ai dit au moins 35 fois incroyable dans cette vidéo. Il paraît que cette trilogie est vraiment top. J'ai fait une story récemment sur Instagram en parlant d'elle et j'ai eu plein de réponses en me disant c'est ma trilogie préférée. Donc j'ai très hâte de la lire et peut-être que d'ici 1 an ou 6 mois ou en fait peut-être la semaine prochaine je referai un top 5 de mes sagas préférées et que celle-ci y apparaîtra. Et il y a également la saga Eternals, donc qui est composée de 6 tomes, celle-là, donc c'est pas une trilogie, c'est vraiment une saga. Qui est aussi une saga un peu young adulte, fantastique, fantasy, je pense que c'est plutôt fantastique. Et tout le monde me dit également que c'était leur saga coup de cœur quand ils étaient jeunes, parce qu'ils l'ont lu il y a des années. Moi je suis toujours en retard de 6 guerres, c'est pas croyable. Et donc je vais me plonger dans cette série de 6 tomes que j'ai vraiment hâte de découvrir et qui fera également peut-être un jour partie de ma saga préférée. Voilà, j'en ai terminé avec mon top 5 de mes meilleures sagas. Donc je me répète encore une fois, évidemment, ce ne sont pas mon avis, c'est mon avis, c'est très subjectif. Donc si vous tentez une saga et qu'au final vous ne l'aimez pas, mea culpa, mais je ne vous ai donc pas forcé à l'acheter. Mais comme ça vous êtes un peu au courant de ce que moi j'ai préféré et peut-être que je vous ai donné envie de vous plonger dans ces tomes que vous voyez passer souvent mais que vous n'avez jamais osé vous lancer. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé cette vidéo, si je vous ai renseigner sur des tomes que vous ne connaissiez pas ou que je vous ai donné envie de lire. Et surtout, dites-moi si vous n'avez pas aimé une de ces sagas que je vous ai présentées parce qu'encore une fois, j'ai vraiment envie de connaître votre avis. C'est fini pour cette petite vidéo. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre thème. Je ne sais absolument pas encore de quoi je vais parler. On verra bien, ce sera une surprise.